Aujourd'hui, je vais tout vous expliquer. Je vais vous montrer pourquoi Bitcoin pourrait être l'une des plus grandes révolutions monétaires de l'histoire. Mais pour comprendre cela, il faut d'abord comprendre comment fonctionne réellement l'argent aujourd'hui. Et vous allez voir que lorsque l'on comprend ce système, on ne regarde plus l'économie de la même manière. C'est parti. Depuis plus de 1000 ans, l'humanité utilise l'argent pour échanger, commercer, stocker de la valeur et organiser toute son activité économique. Mais au fil des siècles, malgré les changements d'époque, de civilisation et de technologie, toutes les monnaies du monde ont fini par partager le même point commun fondamental. Elles ont toujours été contrôlées par un pouvoir central. Ce pouvoir a pu prendre différentes formes selon les époques. Un roi, un empire, un État, une banque centrale ou une alliance entre institutions politiques et financières. Mais le principe est toujours resté le même. Quelqu'un, quelque part, décide de la monnaie, de sa quantité, de ses règles et, en dernière instance, de la valeur de ce que vous possédez. Pendant très longtemps, cela a semblé normal. Après tout, la monnaie a toujours été liée au pouvoir. Contrôler la monnaie, c'est contrôler les échanges, contrôler l'épargne et, d'une certaine manière, contrôler une partie du destin économique des populations. Et pourtant, pour la toute première fois dans l'histoire moderne, une idée radicalement différente a émergé. Une idée presque impensable il y a encore quelques décennies. Celle d'une monnaie qui fonctionnerait sans État, sans banque centrale, sans dirigeants, sans frontières et sans autorité capable d'en modifier les règles à sa guise. Cette monnaie s'appelle Bitcoin. Pour beaucoup de personnes, Bitcoin n'est qu'un actif spéculatif, un objet de trading, une mode passagère ou une bulle. Mais pour d'autres, Bitcoin représente quelque chose de bien plus profond. Il ne s'agirait pas simplement d'une nouvelle technologie ou d'un actif numérique de plus. Il pourrait s'agir d'une rupture historique dans la manière même dont l'humanité conçoit l'argent, la propriété et la liberté économique. Mais pour comprendre pourquoi Bitcoin a vu le jour, il faut d'abord comprendre le fonctionnement du système monétaire dans lequel nous vivons aujourd'hui. Depuis la fin de l'étalon or, la quasi-totalité des grandes économies fonctionnent avec ce que l'on appelle de la monnaie fiduciaire, ou monnaie fiat. Cela signifie que cette monnaie n'est plus réellement adossée à une matière première physique comme l'or ou l'argent. Sa valeur repose essentiellement sur la confiance que nous accordons aux institutions qui l'émettent, ainsi que sur l'obligation légale de l'accepter dans les échanges. Le problème, c'est que dans un tel système, les banques centrales possèdent un pouvoir immense. Elles peuvent créer de la monnaie, modifier les taux d'intérêt, injecter de la liquidité dans les marchés et intervenir massivement lorsque l'économie vacille. Lorsqu'un État doit financer ses dépenses, relancer la croissance ou absorber une crise économique, la réponse est souvent la même: créer davantage de monnaie. Mais ce mécanisme a une conséquence directe. Lorsque la quantité de monnaie augmente beaucoup plus vite que la production réelle de richesse, chaque unité monétaire tend à perdre de sa valeur. C'est ce que l'on appelle l'inflation. Et cette inflation, même lorsqu'elle semble faible au départ, finit par éroder progressivement le pouvoir d'achat et la capacité d'épargne. Autrement dit, dans le système actuel, conserver son argent peut parfois devenir une manière lente de s'appauvrir. C'est dans ce contexte général qu'est survenu un événement majeur: la crise financière de 2008. Cette année-là, l'un des piliers du système bancaire mondial s'est effondré sous les yeux du monde entier. Des institutions financières considérées comme solides se sont retrouvées au bord de la faillite. Les marchés ont paniqué et l'économie mondiale a vacillé. Pour éviter un effondrement total, les gouvernements et les banques centrales ont injecté des milliards dans le système financier pour sauver certaines institutions. Pour beaucoup de citoyens, ce moment a marqué une perte de confiance profonde dans le système financier traditionnel. C'est précisément à ce moment-là qu'un personnage mystérieux, connu sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, publie un document technique appelé un white paper. Dans ce document, il propose une idée révolutionnaire: créer un système de paiement numérique qui permettrait à deux personnes d'échanger de la valeur directement sur Internet, sans passer par une banque ou une institution centrale. En janvier 2009, le réseau Bitcoin est lancé avec ce que l'on appelle le premier bloc, le bloc Genesis. Et ce réseau repose sur une règle simple, mais fondamentale. Il ne pourra jamais exister plus de 21 millions de Bitcoin. Pas 22 millions, pas 50 millions, 21 millions, et pas un de plus. Dans un monde où presque toutes les monnaies peuvent être créées en quantité croissante, cette rareté programmée représente une rupture historique.
Bitcoin introduit l'idée d'un actif monétaire numérique rare. Pour sécuriser ce système, Bitcoin utilise une technologie appelée la blockchain. On peut imaginer cette blockchain comme un immense registre comptable public qui enregistre toutes les transactions. Mais contrairement à un registre détenu par une seule institution, celui-ci est distribué sur des milliers d'ordinateurs à travers le monde. Cela le rend extrêmement difficile à falsifier ou à manipuler. La sécurité du réseau repose également sur ce que l'on appelle la preuve de travail, un mécanisme qui utilise de la puissance de calcul pour valider les transactions et sécuriser l'ensemble du système. Mais la véritable révolution du Bitcoin ne se limite pas à sa technologie. Elle touche aussi à la notion de propriété. Dans le système bancaire classique, l'argent que vous voyez sur votre compte dépend toujours d'un intermédiaire. Une banque peut bloquer un compte, limiter un retrait ou refuser une transaction. Avec Bitcoin, une autre logique apparaît. Si vous détenez vos clés privées, vous détenez réellement vos fonds. Cela signifie que vous pouvez envoyer de la valeur n'importe où dans le monde, sans demander l'autorisation d'une banque ou d'une institution. Cette liberté s'accompagne cependant d'une responsabilité importante. Si vous perdez vos clés privées, l'accès à vos fonds est perdu. Bitcoin introduit ainsi plusieurs innovations majeures. D'abord, il est totalement décentralisé. Ensuite, son émission monétaire est prévisible et limitée. Enfin, il permet de transférer de la valeur à l'échelle mondiale, sans intermédiaire. Aujourd'hui, Bitcoin reste un système jeune, souvent volatile, et encore débattu par de nombreux économistes. Mais une chose est déjà certaine. Bitcoin a introduit une idée radicalement nouvelle dans l'histoire économique. Pour la première fois, une monnaie mondiale pourrait exister sans être contrôlée par un État ou une banque centrale. Et c'est peut-être pour cette raison que certains considèrent les bitcoins comme l'une des plus grandes révolutions monétaires de l'histoire. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre Bitcoin et le fonctionnement du système monétaire, pensez à vous abonner à la chaîne. Et n'hésitez pas à laisser vos questions ou vos réflexions dans les commentaires, je les lis toujours avec attention. Dans les prochaines vidéos, nous continuerons à explorer Bitcoin, la finance et les grandes transformations économiques.